bonjour. Je suis Odelle. Ma famille disait que j'étais un échec, trop silencieuse, trop douce, trop invisible pour avoir de l'importance. Ils plaisantaient dans mon dos pendant les dîners, me traitaient de chômeuse, ont même retiré mon nom de l'entreprise que j'avais aidé à construire. Et je les ai laissés faire, pendant des années, jusqu'au jour où je suis entré dans la salle de réunion qu'ils pensaient contrôler et les ai tous deux licenciés. Mais voici la partie qu'ils n'ont jamais vu venir. Qu'auriez-vous fait si votre propre père vous traitait d'erreur tout en encaissant un chèque portant votre signature? Avant de commencer, dites-moi, d'où nous écoutez-vous ce soir? Et, plus important encore, seriez-vous resté silencieux comme je l'ai fait, ou auriez-vous parlé plus tôt? Il était presque 19h15 lorsque je suis sorti de ma voiture et que j'ai levé les yeux vers les lettres dorées brillantes du restaurant Grill. Je me suis arrêté une seconde de plus que nécessaire. Mon reflet dans la porte vitrée me disait tout ce que je savais déjà, je n'étais pas habillé pour ça. Ma veste était froissée d'avoir été pliée sur le siège passager, mes talons ne s'accordaient pas. Je n'avais même pas eu le temps d'enlever les peluches de mon pantalon. Mais je suis entré quand même. L'hôtesse a souri poliment, un peu trop poliment, et m'a conduite à travers le restaurant. Ils sont déjà assis, dit-elle avec une trace de quelque chose dans la voix. De la pitié? De la curiosité? La table était longue, trop longue pour un dîner de famille. Bois sombre, chaise à haut dossier. Tout le monde était là, maman en perles, papa dans sa veste de golf, mon frère aîné Nathan vérifiant son téléphone, et ma sœur, Isalda, dans son habituel cachemire rose pâle, entourée de son orbite d'admiration. J'ai reçu quelques regards, quelques hochements de tête rapides. Personne ne s'est levé pour me saluer. La place laissée pour moi? C'était tout au bout, près des toilettes, juste après la porte battante qui laissait échapper le bruit de la cuisine chaque fois qu'un serveur passait. Je m'y suis glissé sans commentaire. Puis j'ai remarqué les serviettes. Tout le monde avait une serviette en tissu pliée en un triangle soigné, brodée de fils d'or avec leur nom. Celle d'Isalda semblait avoir été repassée à la vapeur. Même celle de mon père disait Grégory. Mais la mienne? C'était une simple feuille d'essuie-tout. Même pas une vraie serviette en papier, juste un carré bon marché, déchiré, plié en deux et déposé à côté de l'assiette. Je l'ai fixé une seconde de trop. Personne n'a dit un mot. Pas même une blague. Juste le silence. C'était la partie la plus cruelle. J'ai souri et je l'ai laissé là. Le serveur est venu prendre les commandes de boissons. J'ai demandé de l'eau avec du citron. Tu restes sobre, dit Nathan avec un petit rire. Bravo, petite sœur. Cela m'a piqué plus que ça n'aurait dû. La conversation s'est orientée vers les carrières. Inévitablement, c'était toujours le cas. Isalda s'est illuminée. Mon entreprise finalise une acquisition, a-t-elle déclaré en levant son verre de vin. 50 millions, actifs nationaux et étrangers. Ils me font confiance pour diriger la présentation client la semaine prochaine. Tout le monde a applaudi comme s'ils étaient à l'église. C'est notre fille, a dit papa, rayonnant. Certains d'entre nous construisent des héritages. Puis il s'est tourné vers moi. Et certains d'entre nous, eh bien, essaient. Ce n'était pas seulement les mots, c'était la pause avant l'essai, comme s'il avait envisagé une formulation plus douce et l'avait rejetée exprès. Je n'ai pas répondu. J'ai plié l'essuie-tout une fois de plus et l'ai mis soigneusement de côté. Isalda s'est penchée vers moi. Eh bien, au moins, tu as tout ce temps libre. Ça doit être agréable. Honnêtement, tout le monde n'est pas fait pour la routine. Plus de rire. Poli. Contrôlé. Même maman a souri, bien qu'elle ait rapidement redirigé la conversation. Au fait, Nathan, comment se déroule la rénovation de ta terrasse arrière? J'ai pris une gorgée d'eau, laissant la fraîcheur reposer sur ma langue. Il pensait que j'étais sans emploi. Il le pensait depuis des mois maintenant, après que j'ai quitté mon dernier poste discrètement, selon mes propres conditions. Je n'ai pas corrigé leurs suppositions. Je les ai laissés croire ce qu'ils chuchotaient, elle dérive. Peut-être qu'elle est au chômage. Elle n'a jamais été aussi motivée qu'Isalda. Laissez-les penser, car ce que je construisais était le sol même sur lequel ils se tenaient. J'ai regardé autour de cette table, bois de cerisier, porcelaine fine, une bouteille de vin qui coûtait plus cher que mon premier salaire après l'université. L'air sentait le beurre de truffe et l'arrogance. Et ils ne se rendaient même pas compte qu'ils mangeaient dans l'une des entreprises que je possédais. Le serveur est revenu avec l'addition,
plaçant le portefeuille en cuir à côté de mon père. Isalda l'a arraché. Non, non, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, papa. Un jour, Odell pourra nous inviter, une fois qu'elle sera remise sur pied. Tout le monde a ri de nouveau. Court. Contrôlé. Comme une piste de rire de sitcom. J'ai levé les yeux vers le serveur. Pas besoin, ai-je dit. C'est déjà payé. Isalda a cligné des yeux. Payé? J'ai hoché la tête. Compte de la maison. Papa a froncé les sourcils. Compte de la maison? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris l'essuie-tout froissé, les tenu entre deux doigts, puis les reposé doucement. J'ai croisé le regard de chacun d'eux, un par un. La maison dans laquelle vous êtes assis. J'ai appuyé doucement sur la serviette, puis je me suis levé, hochant la tête au serveur en le dépassant. Je n'ai pas attendu un autre commentaire, ni même que leur réaction se stabilise. Je suis sorti avant que quiconque puisse trouver le courage de poser une vraie question. L'air nocturne à l'extérieur était frais contre ma peau. J'ai serré mon manteau en traversant la rue jusqu'à ma voiture, les clés déjà en main. Les rues du centre-ville d'Atlanta étaient animées par les rires d'autres tables, le tintement des verres, les phares qui filaient. Je me suis glissé sur le siège conducteur et j'ai fermé la porte, laissant le silence tomber comme un rideau entre moi et eux tous. En conduisant, je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai juste laissé la ville défiler devant mes fenêtres. Mes doigts reposaient sur le volant, se souvenant encore de la texture de cette serviette brodée, de la sensation qu'elle procurait au bout de mes doigts, comme de la soie trempée dans l'ironie. Un feu rouge m'a arrêté juste à l'extérieur du quartier industriel, où l'éclat du centre-ville se transformait en béton terne et en panneaux délavés. Mes yeux se sont tournés vers la gauche, et il était là, toujours debout, l'entrepôt. Il n'avait pas beaucoup changé. La peinture sur le revêtement se décollait plus qu'avant. Les fenêtres avaient été modernisées, mais la structure, la même qu'il y a 15 ans. La même structure sur laquelle j'avais tout misé. Je me suis garé. Le parking était vide à cette heure. Le genre de silence qui bourdonne. Je suis resté dans la voiture, le moteur au ralenti, et j'ai laissé mon esprit remonter le temps. Ce bâtiment avait autrefois été tout. À 23 ans, j'ai signé le bail avec le peu d'économie que j'avais du tutorat et des petits boulots. L'espace était vide, juste de vieux sols en ciment et un toit qui fuyait. Mais c'était à moi. J'en ai fait ma rampe de lancement. J'avais cette vision, un logiciel d'automatisation logistique qui pourrait suivre, optimiser, prédire les retards avant qu'ils ne se produisent. Mais je savais que personne ne me prendrait au sérieux, pas avec mon nom, pas à cet âge. J'ai donc créé une fausse société de conseil et j'ai utilisé ce nom pour présenter mon projet. J'ai tout construit à partir de zéro, codé toute la nuit, appris moi-même la gestion des serveurs, envoyé des emails à des entreprises tout en travaillant en double poste. Un dimanche soir, à l'époque, j'en ai parlé à ma famille. Je me souviens de la réaction d'Isalda comme si c'était hier. Elle a souri, la fourchette en l'air, et a dit, « Qu'est-ce que c'est, genre, de la fiction pour nerds ?» On dirait un film de science-fiction de série B et papa n'a même pas levé les yeux de son verre. Tu dois penser à une vraie carrière, ma chérie. Quelque chose de stable. Les RH seraient parfaites pour toi. Tu es organisé. Ils n'ont pas posé de questions, ils sont simplement passés à autre chose. J'ai ri avec eux ce soir-là, mais quand je suis retourné à l'entrepôt, j'ai pleuré pendant 20 minutes sur le sol en béton. Puis j'ai continué à écrire du code. Des mois plus tard, j'ai décroché mon premier vrai contrat avec une grande entreprise de fret des Carolines. Ils se fichaient de qui j'étais, ils aimaient les résultats. Le système fonctionnait. Mais lorsque j'ai partagé une version épurée des données, par fierté naïve, Isalda les a prises, les a habillées, les a rebaptisées. Elle les a présentées à son entreprise comme si c'était son idée. Je ne l'ai découvert qu'à Thanksgiving. Je suis entré dans le salon et j'ai vu mon père porter un toast en son honneur devant la famille. À Isalda, a-t-il dit, pour avoir sauvé le projet dans son entreprise. Elle a un esprit de général. Aucune mention de moi. Pas de note de bas de page. Pas de clin d'œil. Juste, effacé. Je me suis tenu là, tenant une tarte que j'avais passé 4 heures à préparer, et j'ai senti mon visage rougir. Maman a applaudi. Nathan lui a tapé dans la main. Je me suis assise dans un coin et je suis restée silencieuse. C'est à ce moment-là que les choses ont changé.
Non seulement j'étais invisible, mais il réécrivait l'histoire en me laissant de côté. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai pas sorti les emails, les captures d'écran, le code avec ma signature numérique. J'ai tout classé discrètement, définitivement. Je me suis promis que si jamais je pouvais raconter l'histoire à nouveau, ce serait selon mes propres conditions. Et avec des preuves. Mes yeux sont revenus sur l'entrepôt devant moi. Ce n'était plus une coquille vide. Il abritait désormais une start-up de transport maritime, l'une des nombreuses entreprises sous ma holding. Je n'utilisais pas mon nom sur la plupart des choses, j'ai appris tôt qu'il valait mieux être sous-estimé, mais la signature sur ce bail, c'était la mienne. Le bâtiment qu'ils avaient rejeté, je le possédais. Et chaque salaire que mon père et ma sœur gagnaient passait par des systèmes que j'avais écrits dans ce même entrepôt. Ils n'avaient aucune idée que la fille sans emploi et qu'ils se moquaient signer encore le bail de chaque bureau où ils travaillaient. J'ai quitté le parking sans me retourner. L'entrepôt s'est effacé dans le rétroviseur comme s'il n'avait jamais eu d'importance pour personne d'autre que moi. Le trajet de retour a été silencieux, juste le bruit des pneus qui fendaient le pavé et mes pensées qui revenaient à la façon dont Isalda m'avait regardé quand j'avais dit eu compte de la maison. Elle ressemblait à un magicien dont le tour venait d'échouer devant une foule sobre. Cela m'a apporté plus de paix que je ne le pensais. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas pris la peine de défaire mon sac à main. J'ai enlevé mes talons, je me suis versé un verre d'eau et j'ai laissé le silence s'installer. Les murs de mon appartement ne résonnaient pas de rire, mais au moins, ils ne résonnaient pas non plus de jugement. J'ai laissé mon téléphone en charge sur le comptoir de la cuisine et je suis allé me coucher. À 6h38 du matin, je me suis réveillé au son d'un bourdonnement. Pigne. 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 L'écran s'est allumé avant que je ne le touche, 27 messages non lus dans le chat de groupe familial. Mon pouce a plané au-dessus. Je savais déjà ce que j'allais trouver, cette sensation familière dans l'estomac avant d'ouvrir quelque chose que je n'avais pas demandé, mais que je ne pouvais pas ignorer. J'ai tapé. Isalda, c'était une provocation ou un appel à l'aide? Papa, elle a toujours eu un penchant pour le drame. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu garder un vrai travail. Maman, ne sois pas dure. Elle voulait bien faire, je pense. Isalda, ou elle a une autre de ces crises de nerfs. Le dernier mot a frappé comme une gifle. Crise de nerfs. C'était l'étiquette qu'il m'avait donnée il y a des années, quand j'ai arrêté d'assister au brunch du dimanche après avoir travaillé 80 heures par semaine. Quand j'ai raté un mariage parce que je revenais de Seattle avec un contrat de fusion signé dans ma mallette. Crise de nerfs. Mes yeux n'ont même pas cligné. J'ai simplement appuyé sur le fil de discussion et enregistré des captures d'écran. Pas de réponse. Pas de défense. Juste le silence. Non par faiblesse, mais par stratégie. Puis mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un chat différent. Liam. Mon neveu, Liam. Liam, salut, tantôt. J'ai vu le chat de groupe ce matin. Je pense que c'est mal. Je voulais juste que tu saches que je suis de ton côté. J'ai marqué une pause. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de douleur. Quelque chose de plus doux. Quelque chose comme du soulagement. Un autre message est arrivé. Liam, aussi, papa a dit que tu ne verrais jamais ça, mais je l'ai vu et j'ai pensé que tu devrais le voir. Pièce jointe, une capture d'écran. Un chat privé. Isalda à son mari, ne t'inquiète pas, une fois que papa prendra sa retraite, le poste de vice-président est à moi. Il n'y a aucun moyen que les RH ou le conseil d'administration prennent Odélan au sérieux. Elle est juste la silencieuse qui se montre au gala. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois plus lentement. La silencieuse. C'est ce qu'ils ont décidé que j'étais. Pas la fondatrice, pas la stratège. Juste quelqu'un qui posait gentiment sur les photos de famille et choisissait un vernis à ongles neutres. J'ai répondu à Liam, tu as bien fait. Merci. Pas d'émoji. Pas de cœur. Juste la vérité. Ensuite, je suis allé dans les paramètres du chat de groupe familial, j'ai fait défiler vers le bas et j'ai appuyé sur quitter la conversation. Il n'a pas demandé de raison. Moi non plus. Je me suis versé un deuxième verre d'eau, puis je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais même pas besoin de réfléchir. Ah, assistante Emory. Objet, consolidation du conseil d'administration phase 1. Pièce jointe, liste du personnel senior. J'ai lu chaque nom 2 fois. Franklin Aldridge,
directeur senior de la logistique. Isalda Aldridge, vice-présidente des partenariats externes. Herman Aldridge, président intérimaire. Tous les trois avaient une chose en commun, ils pensaient encore que les salles de réunion dans lesquelles ils entraient leur appartenaient de droit. Ils ne savaient pas que c'était moi qui avais financé le dernier tour de financement relais. Ils ne savaient pas que la holding à laquelle ils répondaient, c'était moi. Et ils ne savaient certainement pas que d'ici mardi prochain, leur carte d'accès cesserait de fonctionner. Je n'ai pas attendu mardi. Dimanche soir, j'étais déjà à mon bureau, la ville à l'extérieur de ma fenêtre sombre et calme, comme le calme qui arrive avant une tempête nécessaire. Je me suis penché en arrière, j'ai rapproché mon ordinateur portable et j'ai ouvert une fenêtre de navigation privée, une que personne ne pouvait tracer. Mes doigts ont tapé le portail d'accès à Reynolds Human Capital, une société de conseil connue pour sa réhabilitation de la culture d'entreprise. Ce que la plupart des gens ignoraient, Reynolds était à moi, acquise discrètement il y a des années par l'une des filiales les moins connues enfouies dans mon portefeuille. Objet, examen de la culture de la division exécutive, lancement immédiat. A. Julia Reynolds. Corps, lancer un audit complet de tout le personnel sous la direction de Franklin Aldridge et Isalda Aldridge. La collecte anonyme des plaintes commencera dans les 24 heures. Toutes les conclusions doivent être acheminées par le biais du dossier de conformité du conseil d'administration marqué phase 1. Pas de signature. Pas de drapeau. Laissez les chiffres parler. Lundi après-midi, la boîte de réception des griefs internes a commencé à déborder. Certains ne faisaient que quelques lignes. D'autres se lisaient comme des entrées de journal intime après des années passées sans être entendus. Il nous dit que nous avons de la chance d'avoir une entreprise familiale, mais nous ne sommes pas une famille. Nous sommes jetables. Elle m'a appelé et m'a mis en talons devant les stagiaires. Si vous n'êtes pas de leur famille, vous n'êtes pas promu. Une fois, lors d'une fête de Noël, Isalda a plaisanté, certaines personnes vieillissent et ne s'en rendent pas compte. J'étais juste là. Je venais d'avoir 50 ans. Je les ai tous lus. Pas une fois. 3 fois. Chaque ligne grattait une vieille cicatrice que je croyais guérie. Ils avaient construit une petite monarchie à l'intérieur de quelque chose que j'avais conçu pour être juste, plat et fonctionnel. Et maintenant, cette monarchie s'effondrerait, brique par brique suffisante. Mardi matin, je sirotais mon deuxième café lorsque la notification interne a sonné. Réunion obligatoire d'examen de la conformité prévue, Isalda Aldridge. Heure, 11h30. Lieu, salle de conférence 3C. Agent assigné, Amanda Ross, consultante senior, Reynolds HC. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. À 11h15, les talons d'Isalda résonnaient dans le couloir de marbre. Je l'ai regardée à travers la vitre opaque de mon bureau alors qu'elle entrait, le menton haut, les lèvres pincées. 5 minutes plus tard, mon père a fait irruption dans mon espace de travail sans frapper. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il tonné. Isalda vient d'être entraînée dans une sorte d'embuscade des RH. « Qu'est-ce que tu fais, Odell ?» J'ai posé mon café lentement, la vapeur s'élevant encore du bord. C'est une initiative du conseil d'administration. Vous savez comment tout le monde parle de transparence ces jours-ci. Il m'a lancé un regard noir comme si je l'avais giflé. Tu penses que c'est drôle? Tu penses vraiment que mettre ta propre sœur sous un microscope est la façon de faire tes preuves? J'ai posé calmement mes mains sur le bureau. Je pense que c'est attendu depuis longtemps. Mais vous êtes libre de déposer une objection formelle. C'est comme ça que le processus fonctionne maintenant. Pas les crises de colère dans le couloir. Il avait l'air de vouloir jeter quelque chose, mais il n'y avait rien à portée de main qui ne le ferait pas paraître ridicule. Il est sorti en trombe. Il n'a pas tout à fait claqué la porte, mais le tremblement du cadre est resté avec moi. Cet après-midi-là, j'ai envoyé une dernière directive à Emory, mon assistante juridique et l'une des rares personnes de l'entreprise qui savait exactement qui j'étais derrière le rideau. Laissez le dossier sur la table de conférence du vice-président. Aucune explication. L'étiqueter aux conclusions préliminaires, préoccupations éthiques. S'assurer qu'il s'agit du type avec l'onglet rouge. Pas de signature. Pas de commentaire. Juste, présence. Ce soir-là, les rumeurs ont commencé à se répandre avant même que le dossier ne soit ouvert. Et je savais que c'était le but. S'ils pensaient que c'était personnel, attendez que le conseil d'administration découvre ce qu'ils ont caché. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit précédant l'événement anniversaire.
Au moment où la lumière du soleil a glissé sur le parquet de mon appartement, j'étais déjà habillé, chemisier en soie bleu marine, pantalon sombre, cheveux en chignon soigné. Rien de voyant, rien qui n'attire l'attention. Juste des lignes épurées et une présence discrète. De la même manière que j'avais construit tout ce qu'il refusait de voir. Le trajet en ascenseur jusqu'au jardin sur le toit a semblé plus long que d'habitude. Je pouvais entendre des bavardages au-dessus, de faibles accents de musique, du jazz léger, comme toujours. Mes talons ont cliqué contre le chemin carrelé menant à la réception, mais personne ne s'est retourné. Pas une tête ne s'est inclinée pour me saluer. C'était plus facile comme ça, peut-être. Des rangées de chaises blanches faisaient face à une scène garnie de draperies dorées et bleu marine. Des écrans flanquaient les deux côtés, diffusant en boucle un diaporama du parcours de l'entreprise à travers le temps. J'ai trouvé un siège vide près du fond, ni trop loin, ni trop près, et j'ai croisé les jambes lentement, laissant mes yeux parcourir l'écran. Mes créations étaient là. L'interface que j'avais construite à 23 ans. La maquette que j'avais codée dans cet entrepôt poussiéreux quand je croyais encore qu'il serait fier. Mais sous les images, un texte blanc en gras, initiative stratégique de Franklin Aldridge et Isalda Aldridge. Je n'ai même pas cligné des yeux. Le montage s'est terminé. Le PDG est monté sur scène. Certains membres du conseil d'administration l'ont suivi. Applaudissements. Rire poli devant de vieilles photos de bureau. Puis vint l'échange de microphones, et mon père s'avança. Il n'avait pas beaucoup vieilli du visage, mais sa voix était devenue encore plus confiante, comme si des décennies d'applaudissements l'avaient modelé plus profondément. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cet héritage, a-t-il déclaré. Ce n'est pas tous les jours qu'une famille peut construire quelque chose qui dure. Il a marqué une pause pour l'effet, souriant aux rangées d'employés. Et je tiens tout particulièrement à remercier ma fille, Isalda, pour son intelligence stratégique, sa vision et son leadership pendant les années de croissance de l'entreprise. Applaudissements polis à nouveau. Isalda a affiché son meilleur sourire modeste. Puis il a jeté un coup d'œil vers l'arrière, où j'étais assise. Et à ma fille cadette, Odelle, je sais que tu cherches encore ta place. Continue. Il a ri légèrement, comme si c'était censé être encourageant. Quelqu'un près de moi a fait un léger bruit de ah ouais. Quelqu'un d'autre a ri. Pas cruellement, pire, comme s'ils avaient pitié de moi. Je me suis levé. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas trébuché. J'ai marché dans l'allée latérale et j'ai continué, jusqu'à ce que l'air change, jusqu'à ce que la musique et les applaudissements soient loin derrière moi. J'ai poussé les lourdes portes doubles, je suis entré dans la cour inférieure et j'ai enfin expiré. Continue. Je me suis assise sur le trottoir dans mon tailleur, juste assez loin de la fête pour être seul, mais pas si loin que je ne pouvais pas entendre les échos de leur célébration. Cette phrase. Tu cherches encore ta place. Comme si j'avais erré, pas construit. J'ai regardé la fontaine au centre de la cour. L'eau coulait doucement. Au-dessus, les guirlandes lumineuses clignotaient au début de la soirée. J'ai pensé à rentrer chez moi, faire ma valise et disparaître. Je le pouvais. J'avais les fonds, le silence et l'anonymat. Mais juste à ce moment-là, une voix a brisé le calme près de l'arcade en pierre où deux couloirs se rencontraient. Une jeune stagiaire, Kayla, je me suis souvenu de son nom, se faisait réprimander par un cadre d'âge moyen. Je te l'ai dit, tu ne frappes pas à la porte d'un vice-président pendant une réunion logistique, a-t-il dit sèchement. Il y a une chaîne de commandement. Tu n'es plus à l'université. Son visage s'est froissé, mais elle a hoché la tête. C'était elle qui m'avait interrogé le mois dernier sur les intégrations des fournisseurs. Des yeux brillants, elle apprenait vite. Maintenant, elle se retournait et s'éloignait, serrant un classeur comme une armure. Je l'ai regardé partir. Je me suis vu. La même démarche que je faisais autrefois, à l'époque où j'avais des idées et où personne ne s'en souciait. À l'époque où on se moquait de moi parce que je posais des questions non pertinentes dans des salles où je n'étais pas invité. À l'époque où je pensais, peut-être qu'ils avaient raison. J'ai regardé les lumières à nouveau, et j'ai serré les poings. Je les avais laissés prendre le crédit, prendre de la place, prendre mon nom. Je les avais laissés m'exclure et convaincre le monde que j'étais encore en train de trouver ma place. Mais plus maintenant. Plus après ce soir. Je me suis levé lentement, j'ai enlevé la poussière de mon pantalon et je me suis tourné vers le couloir qui menait à l'intérieur. Si le silence les rendait audacieux, alors peut-être était-il temps qu'ils entendent ma voix.
Le lundi matin est arrivé avec un calme trompeur. Le ciel au-dessus de Midone était d'un gris pâle, et la ville bourdonnait de son oubli habituel. Je me suis garé au 4e niveau du parking des cadres, comme toujours. Même place. Même porte-clés. Mais aujourd'hui, je ne venais pas seulement travailler. Je suis sorti de la voiture, j'ai redressé ma veste et j'ai tapé sur le Bluetooth dans mon oreille. Commencez la phase 2, ai-je dit, en marchant tranquillement vers l'ascenseur de service. Oui, mademoiselle Aldridge, a répondu mon assistante sans hésitation alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière moi. Le système a lancé ce que nous appelions un verrouillage silencieux. Pas de bannière d'avertissement, pas d'annonce à l'échelle du système. Juste des modifications sélectives d'accès en arrière-plan. C'était chirurgical. Propre. Le temps que j'arrive à mon bureau, l'équipe de sécurité informatique avait déjà commencé à mettre en œuvre le protocole. Je me suis tenu à ma fenêtre et j'ai regardé la cour en contrebas, où les employés commençaient à arriver. Aucun d'entre eux ne savait que d'ici le déjeuner, certaines portes ne s'ouvriraient pas pour certaines personnes. Je me suis connecté au panneau d'administration. En haut de la liste, Isalda Aldridge et Franklin Aldridge. Tous deux marqués avec « dérogation de sécurité exécutive révoquée ». Je n'ai pas souri. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de contrôle, de récupérer ce que je n'aurais jamais dû perdre au départ. À 9h02, une notification est apparue sur mon écran, accès refusé, I. Aldridge, tentative de connexion au serveur RH bloqué. Puis une autre, accès refusé, F. Aldridge, demande d'accès aux archives financières rejetées. Je me suis tourné vers mon assistante, qui se tenait au bord de la porte avec une tablette à la main. Assurez-vous que leurs réactions sont documentées. Elle a hoché la tête une fois et a quitté la pièce. En fin de matinée, une ondulation se formait déjà. Isalda avait fait irruption au RH, exigeant de savoir pourquoi ses identifiants ne fonctionnaient pas. Je n'avais pas besoin d'être là. J'avais des journaux, des horodatages, des images de sécurité. J'ai laissé les données parler. Mais à midi, les représailles sont arrivées. Mon téléphone a bourdonné avec un message signalé des affaires internes, urgent, tentative possible de diffamation. En pièce jointe, un PDF, non signé et anonyme, suggérant que j'avais manipulé les évaluations de performance par instabilité émotionnelle. Il était empreint des inquiétudes, le genre qui cache ses griffes derrière des mots comme inapte et comportement erratique. Les métadonnées du fichier me disaient tout, il avait été créé la veille sur un appareil enregistré au nom de l'assistante d'Isalda. J'avais déjà vu l'adresse IP de cet ordinateur portable, il était utilisé pour préparer ses rapports trimestriels. Négligent. J'ai fermé le fichier et je me suis levé. Je n'avais pas besoin d'une réunion. J'avais juste besoin d'un couloir. Elle ne m'a pas vu arriver au début. Ses talons claquaient rapidement dans le couloir, le menton haut, le visage tendu par un faux calme. Quand elle m'a remarqué, elle a hésité, mais seulement pendant une seconde. Si tu veux divulguer de faux documents, ai-je dit, d'une voix égale, au moins, crible-les mieux. Elle a cligné des yeux, puis a plissé les yeux. Tu es juste amère que papa ne t'ait pas choisi, n'est-ce pas? Me choisir, ai-je demandé. Ou as-tu juste parlé plus fort pendant que je construisais tout ce sur quoi tu te tenais? Isalda a penché la tête. Il ne t'a jamais vu comme une leader, Audie. Il ne t'a même jamais vu comme une concurrente. J'ai fait un pas en avant. Non, ai-je dit, il n'a jamais vu. Point. Je n'ai pas attendu sa réplique. Je me suis éloigné avant même que la piqûre de mes mots ne se soit dissipée. De retour dans mon bureau, je me suis assise et j'ai tapé un dernier message au service juridique, au RH, au comité d'éthique. Objet, conclusion sur les inconduites, examen complet du conseil d'administration requis. Je n'ai pas mis Isalda en copie. Je n'ai pas mis mon père en copie. J'ai juste cliqué sur envoyer. Puis j'ai ouvert mon agenda et j'ai noté, jeudi, 10h. Réunion plénière du conseil d'administration. Salle 9B. Ils ne verraient pas l'invitation à la réunion avant qu'il ne soit trop tard. Le moment venu où ils ont réalisé que la réunion n'était pas facultative, la porte de la salle de réunion s'était déjà verrouillée derrière eux. Ils avaient à peine fait 2 pas dans la salle de conférence avant que la porte ne se referme derrière eux. Pas un bruit fort, juste un verrouillage mécanique net. Le genre qui ne laissait aucun doute qu'elle ne s'ouvrirait plus de sitôt. J'étais déjà assise à la tête de la longue table en noyer, le conseil d'administration à ma gauche et l'avocat conseil en face.
Personne n'a rien dit. Le silence a fait le travail. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Les talons aiguilles d'Isalda ont ralenti alors qu'elle jetait un coup d'œil à la pièce, ses yeux passant d'un visage à l'autre. Un autre contrôle de conformité, a-t-elle demandé, forçant un demi-sourire, comme si cela pouvait encore charmer quelqu'un. J'ai fait un geste calme vers la vitre dépolie derrière eux. Les portes sont scellées pour des raisons de confidentialité. Vous voudrez vous asseoir. Ils ont hésité, puis se sont assis lourdement. Les chaises ont grincé comme des avertissements. Je me suis penché légèrement en avant, la voix égale. Commençons. J'ai passé une pile de dossiers au secrétaire du conseil. Un par un, les membres ont pris le leur, ouvrant les couvertures. À l'intérieur, les registres de constitution en société, les notes de transfert, les schémas des sociétés écrans, et puis la vraie surprise, mon nom. Actionnaire majoritaire. Le silence a balayé la pièce comme un vent froid. La mâchoire de mon père s'est crispée. C'est absurde. Vraiment, ai-je demandé en inclinant la tête. Parce que le bureau du secrétaire d'État du Delaware semble penser le contraire. Tout comme votre signature, juste là, ai-je pointé du doigt, transférant des actions de catégorie B à une entreprise, que je contrôle. Il a feuilleté les pages plus rapidement maintenant, les mains tremblant légèrement. Isalda n'avait pas bougé. Ses doigts planaient au-dessus du bord du dossier comme s'il pouvait mordre. C'est un tour, a-t-il murmuré, encore une fois, plus pour lui-même que pour qui que ce soit d'autre. Non, ai-je dit, la voix ferme. C'est l'histoire. La vôtre ne m'incluait tout simplement pas. L'air était dense, immobile. On pouvait entendre la respiration, le bruissement du papier, rien d'autre. Jusqu'à ce que je plonge la main dans la poche latérale de ma veste et appuie sur une télécommande noire et fine. Passons en revue la culture, ai-je dit. Un haut-parleur au plafond a grésillé, puis, des voix. Premièrement, indéniablement, la moitié de l'équipe se la coule douce. Si vous n'êtes pas de la famille, vous n'avez pas votre mot à dire? Puis, des rires. La voix de son père. Écartez les femmes de la pièce, vous gagnez du temps sur les allers-retours? Un membre du conseil s'est raidi. Un autre a baissé les yeux vers la table, clignant rapidement des yeux. Je l'ai laissé jouer encore 10 secondes, puis j'ai cliqué sur pause. Celles-ci ont été enregistrées il y a 3 mois, ai-je dit. Votre réunion trimestrielle hors site. Avec les boissons et tout. Quelqu'un s'est éclairci la gorge. Je crois que le conseil d'administration a applaudi les mauvaises personnes pendant assez longtemps, ai-je dit. Examinons de plus près ce que vous avez réellement applaudi. Plus de bruissement de papier. Le conseiller juridique au fond de la salle a ouvert son propre dossier et en a sorti une note. Ces déclarations, et d'autres compilées au cours de notre enquête, a-t-il dit, semblent violer la charte d'éthique de l'entreprise. Les violations, lorsqu'elles sont associées à la manipulation d'actions et à la suppression du crédit légitime, déclenchent un examen obligatoire du contrat en vertu de la clause 14. Le visage d'Isalda était devenu pâle. Mon père s'est penché en arrière, ne parlant plus. Cela, peut-être, était le son le plus fort dans la pièce. Le président a croisé les mains. Monsieur Aldridge. Mademoiselle Aldridge, a-t-il dit lentement. Vos démissions sont attendues avant la fin de la journée. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La voix d'Isalda s'est brisée. Vous ne pouvez pas faire ça. Je me suis levé, j'ai redressé ma veste. Vous vouliez m'effacer, pour protéger votre illusion de pouvoir, ai-je dit en les regardant tous les deux. Eh bien, maintenant vous serez effacé de la chose même dont vous avez essayé de me tenir à l'écart. Puis je me suis retourné, j'ai marché vers la porte et j'ai hoché la tête une fois à l'assistante qui attendait dehors. La serrure s'est ouverte derrière moi. Il m'avait retiré de l'histoire de l'entreprise, alors j'ai réécrit la fin. L'air de la salle de réunion s'accrochait encore à mes vêtements lorsque je suis rentré dans mon bureau. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas expiré. Je suis allé directement à la fenêtre, j'ai tiré les stores et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville comme si elle me devait quelque chose. Puis je me suis retourné, j'ai composé le numéro de mon assistante et je n'ai dit que ceci, publier le communiqué. 20 minutes plus tard, le communiqué de presse était partout. Les titres étaient comme le tonnerre, l'entreprise va subir une réforme majeure après un remaniement éthique interne. La nouvelle direction déclare une tolérance zéro pour la discrimination et le népotisme. Mon nom y figurait, pour la première fois,
sans déguisement, Odell Aldridge. Des centaines de courriels et de messages ont afflué. D'anciens stagiaires, des gestionnaires actuels, des employés retraités, en particulier des femmes, m'ont contacté. Certains ont écrit des paragraphes entiers de remerciements. D'autres ont simplement envoyé 2 mots, merci. C'était bouleversant, humiliant et attendu depuis longtemps. Je faisais défiler les mentions en ligne, et puis je l'ai vu. Une photo côte à côte, publiée par un ancien employé dont je me souvenais à peine des premiers jours. Une photo était vieille, délavée, notre équipe fondatrice d'origine, debout dans l'entrepôt, nous souriant tous en jean et t-shirt. J'étais près du fond, à moitié caché par une table pliante. L'autre photo, une version recadrée du même jour, mais cette fois, avec moi au premier plan, au centre. La légende disait, elle l'a construit. Ils se sont juste tenus devant. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'avais prévu. La publication est devenue virale en quelques heures. Et avec cette viralité est venu, le désespoir. Isalda et mon père ont fait une vidéo en direct ce soir-là sur les médias sociaux, assis côte à côte sur un canapé beige, essayant d'avoir l'air naturel. Son maquillage était parfait, son ton performatif. Elle planifiait cela depuis des années, a déclaré Isalda, la voix presque tremblante. Il ne s'agissait pas de justice, il s'agissait de vengeance. Mon père a enchaîné avec « Odell a toujours été sensible. Elle avait du mal à accepter les critiques. Nous l'aimons, mais elle a déformé ce récit pour nuire à l'entreprise que nous avons tous construite ensemble. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas publié de réfutation. Mais d'autres l'ont fait. Des captures d'écran de courriels internes ont fait surface, divulguées anonymement. Les dénonciateurs sont sortis du bois. D'anciens employés ont partagé des histoires, des rétrogradations injustes, des remarques sarcastiques, l'exclusion de réunions importantes. Des tendances sont apparues. Les commentaires sous leurs vidéos se sont retournés contre eux en 1 heure. Une femme a écrit « J'ai été licenciée après avoir dit au RH qu'Isalda s'était moquée de mon bégaiement. Je suppose qu'elle était également stratégique et à ce sujet. » Une autre a posté « Son père m'a dit de ne pas m'habiller trop ambitieusement. » C'est le karma en temps réel. J'ai regardé tout cela se dérouler en silence. Puis j'ai enregistré une courte vidéo. J'étais assise à mon bureau. Pas d'équipe d'éclairage, pas de maquillage. Juste moi et l'objectif. Je ne crois pas au règlement de compte, ai-je dit. Mais je crois en la vérité. Le succès bâti sur le silence est fragile. Je suis restée silencieuse assez longtemps. Je n'ai pas inclus de hashtag, pas de musique, pas de montage. Ce clip a fait plus que faire le buzz, il a résonné. Les actions de notre entreprise, qui avaient chuté plus tôt dans la semaine, se sont stabilisées, puis ont grimpé. Les investisseurs appréciaient l'intégrité plus que le déni. Et au milieu de tout cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une livraison est arrivée à mon domicile, une vieille boîte en carton, soigneusement scotchée, étiquetée de l'écriture de ma mère. L'écriture que je n'avais pas vue depuis plus d'1 décennie. À l'intérieur, quelques photos de famille, un bracelet à breloques et une enveloppe scellée. Le mot à l'intérieur était court, fané, taché par endroits, mais je pouvais encore le lire. Ne les laisse pas te rapetisser pour t'adapter à leur monde. Tu es né pour construire le tien. Je suis restée assise là pendant longtemps, tenant ce papier à 2 mains, sentant sa voix résonner à travers les années. Plus tard dans la nuit, j'ai placé le mot à côté d'une photo nouvellement encadrée sur l'étagère de mon bureau, celle de l'entrepôt. La version non recadrée. Mais cette fois, j'étais au premier plan, au centre. Je n'ai pas seulement réécrit la fin, il n'avait même jamais imaginé cette version. 3 mois s'étaient écoulés. Le bureau fonctionnait différemment maintenant. Plus calme, mais d'une certaine manière, plus vivant. Les conversations coulaient librement. Plus de chuchotements dans les ascenseurs, plus de regards par-dessus les épaules. Juste le rythme des gens qui font le travail, et le font sans crainte. Je marchais dans le hall principal comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant, mais maintenant, il n'y avait pas de regard surpris. Personne n'essayait de me situer. Plus de suppositions erronées. Maintenant, ils savaient. Il n'y avait plus de cap, plus de titres empruntés, plus de pseudonymes en arrière-plan. Je ne me cachais plus derrière fondatrice du projet ou actionnaire majoritaire. Je marchais simplement, et ils me voyaient. Et je les voyais. Un homme de la comptabilité m'a croisé avec un hochement de tête et un sourire.
Une femme de la gestion des installations m'a salué de la main, brandissant un presse-papier comme un trophée. Même la stagiaire que j'avais autrefois guidée lors de son premier briefing logistique, elle tenait la tête plus haute maintenant. Cette stagiaire et moi nous sommes assises ensemble plus tard cette semaine-là dans l'une des salles de réunion. Elle jouait avec le coin de son bloc-notes, tapotant son stylo en hésitant. J'ai pensé à partir, a-t-elle finalement admis, après tout ce qui s'est passé. Je ne pensais pas que les gens comme nous avaient leur place ici. Je les regardais, non pas comme une mentor, ni même comme une patronne, mais comme quelqu'un qui se souvenait exactement ce que c'était que de remettre en question sa propre place dans une pièce construite par d'autres. Je connais ce sentiment, ai-je dit doucement. Mais ne les laisse pas t'apprendre à disparaître. Elle a cligné des yeux rapidement, mais n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête et a souri. C'était une victoire discrète, le genre que je pensais autrefois ne pas compter. Il s'avère qu'elle compte le plus. Au fil des jours, le bruit autour d'Isalda et de mon père s'est estompé dans le silence. Aucun des deux n'est retourné dans l'industrie. L'héritage de consultant de mon père s'est évaporé dans le silence. Isalda a essayé de lancer sa propre petite entreprise, mais en quelques semaines, son passé a suivi son nom et les clients potentiels ont commencé à se retirer. Il me blâmait encore, j'en suis sûr. Mais maintenant, il me blâmait à distance. Dans l'ombre. Dans des pièces qui n'étaient plus les leurs. Un soir, à la maison, je suis revenu à cette lettre. Les mots de ma mère, toujours soigneusement pliés à côté de mon bureau. Cette fois, je ne l'ai pas seulement lu. Je l'ai encadré. Je l'ai accroché juste au-dessus de l'écran de mon ordinateur, à côté d'une nouvelle plaque qui disait « PDG, Odélan Marie Aldridge ». Plus d'initiales cachées dans les signatures de mai, plus de modifications au discours des autres, plus de place dans le coin des tables que j'ai aidé à construire. Mon nom. Ma place. Ma voix. Il y avait une paix tranquille ces matins-là maintenant. J'arrivais avant la plupart des gens, je me glissais dans mon bureau avec un café frais et je traversais le hall où tout avait commencé. Ce même hall où, des années auparavant, j'étais assise à attendre une entrevue, portant des talons empruntés, serrant un CV que personne ne demanderait, tandis qu'une réceptionniste me regardait à travers moi. Maintenant, gravé dans le verre derrière ce même comptoir de réception, se trouvait une citation. Pas un slogan, pas un énoncé de mission, juste une simple vérité, certains d'entre nous n'élèvent pas la voix. Nous construisons des pièces où tout le monde peut enfin le faire. Les visiteurs s'arrêtaient lorsqu'ils la lisaient. Les nouveaux employés prenaient des photos. Et je passais. Pas d'applaudissements. Pas d'annonce. Juste de la présence. C'était suffisant. Ils m'avaient retiré de l'histoire de l'entreprise, alors j'ai réécrit la fin. Et quant au cadre dans lequel ils ont essayé de m'enfermer? Ma famille a essayé de me rapetisser. Mais je ne suis pas né pour m'adapter à leur cadre. Je suis né pour en construire de nouveaux.